Première année on lance le e-commerce, on vend pour 750 000 balles de gamelles pour chat. J'avais même pas de chat à l'époque, tu vois. Je m'en fous des chats, tu vois. Tu vois le truc, j'en ai rien à foutre. Donc je peux pas te dire putain, je suis un putain d'entrepreneur, je m'identifie à mon business, je suis le roi de la gamelle pour chat, tu vois. Bah c'est pas clairement non, je peux pas vivre comme ça. Donc du coup je fais ça, mais je le vois vraiment comme une muse. C'est-à-dire j'ai un détachement. Salut à toi, avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéos. Mister Gérald, bienvenue, hyper content de te retrouver dans cet épisode de podcast, le tout premier podcast de ma vie. Donc ça c'est plutôt génial, merci pour avoir accepté aussi l'invitation. J'avais préparé une petite présentation. Ce que je vais faire exceptionnellement, c'est que vu que tu te présentes mieux que moi, je vais te laisser la faire aujourd'hui, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et puis après derrière, j'expliquerai un petit peu l'objectif et l'intention de cet épisode. Bon, déjà tu me mets, déjà merci beaucoup, tu me mets bien de me recevoir sur le premier, ça me fait super plaisir. Mais en me mettant bien, tu me mets mal en me demandant la première question qui est plutôt logique, c'est présente-toi le truc que je déteste le plus faire. Tu m'aurais dit fais un moonwalk ou je sais pas quoi, je t'aurais fait mal, mais je te l'aurais fait. Se présenter, je vais aussi mal le faire, mais bon, j'ai pas le choix, il faut que je me lance. Du coup, je t'aiderai si je vois que t'as trop de mal. Impeccable, merci. Donc, je m'appelle Gérald Faure, je suis à Bordeaux depuis toujours, j'ai 32 ans. Je suis papa de 2 enfants, je suis marié également et à côté de ça, je fais des boîtes depuis que j'ai à peu près 19 ans. Je commençais à entreprendre en même temps que l'école d'ingé et donc je suis passé par plusieurs phases. Donc je suis développeur de formation, donc j'ai développé au départ. J'ai eu une phase où j'ai fait du e-commerce, j'ai développé des business de type muse. Je sais pas si tu veux après développer, mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, les muses. Puis j'ai eu d'autres activités, notamment une activité de conseil où j'ai accompagné des entrepreneurs, essentiellement des gens qui sont dans la formation. Et aujourd'hui, de cette expérience de conseil est né un startup studio où en fait l'idée est de résoudre par du logiciel, donc en développant des SaaS, des applications en ligne, de résoudre les problématiques que j'ai levées au moment où j'ai fait du consulting. Voilà. Et donc voilà. Donc en fait, on fait exactement la même chose que quand on faisait du consulting, à part qu'on n'y répond pas de la même manière. On traite toujours les mêmes problématiques d'automatisation, problématiques liées au webinaire par exemple, liées à la publicité, liées au juridique aussi. On a une solution pour le juridique. Voilà, on a diverses choses et voilà. Et j'ai une équipe d'un peu plus de 25 personnes. Je crois que c'est 27 aujourd'hui en équivalent temps plein. Voilà, donc à Bordeaux, la moitié, le reste en remote. Voilà. Génial. T'en as pas forcément parlé. Récemment, t'as aussi lancé un incubateur qui s'appelle l'incubateur Entreprendre. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots? Moi, je l'ai vu sortir, grossir, voire même exploser. Je sais pas comment on appelle ça en quelques temps. Est-ce que tu peux juste en toucher 2 mots parce que je pense que ça intéresserait aussi potentiellement des gens qui nous écouteront aujourd'hui. Ouais, carrément. Ben en fait l'incubateur Entreprendre, donc c'est un projet infopreneurial qui va donc, comme son nom l'indique, incuber des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs au début de leur expérience, qui va les aider à se développer sur plusieurs sujets. Déjà la structuration de la boîte. Donc avec ces fameuses problématiques juridiques, problématiques de vision également, on a pas mal d'intervenants mindset, etc. qui interviennent, mais après aussi sur le marketing, la vente, le repeat business, donc tous les points importants pour lancer sa boîte. Aujourd'hui, l'avatar client de l'incubateur, c'est quelqu'un qui se lance ou qui s'est lancé dans l'année, du moins. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est au début de sa phase entrepreneuriale, essentiellement business en ligne. Ça doit être 90% de gens qui font du business en ligne. Et cet incubateur, ce produit, c'est le premier produit du Startup Studio justement, qui est en fait la liaison, la jointure entre notre activité de conseil où on s'adressait à des pros de la formation qui étaient déjà aux alentours de entre 250 et 500 000 euros par an de chiffre d'affaires. Donc on les accompagnait main dans la main avec des coachings one-one et du consulting. On les accompagnait dans leur développement. On a lancé le Startup Studio et on a dans le Startup Studio, on a besoin en fait d'amorcer la pompe, c'est-à-dire il nous faut de l'essence dans le moteur pour faire tourner nos applications. Par exemple, on a une application qui permet de gérer des pubs sur Facebook. En fait, ce qui tombe plutôt bien, c'est que quasiment 100% des personnes qui sont dans l'incubateur ont besoin de gérer des pubs sur Facebook. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on est un peu moins de 4500 membres. On a lancé le 14 mars, on est le 20 septembre. Donc du coup, il y a eu en effet il y a eu une belle réussite sur ce projet-là.
Et en fait, c'est que le début. En fait, les personnes qu'on a dans l'incubateur, l'idée c'est de pouvoir derrière leur apporter également des solutions avec les logiciels qu'on développe. Donc voilà, c'était la première brique. Ouais. En tout cas, gros truc de malade. Et moi, en tout cas, depuis que je te connais, c'est vrai que je t'ai vu enchaîner les projets et je trouve ça juste génial. Et je pense qu'on va y revenir aussi aujourd'hui. Ce qui m'avait choqué la toute première fois quand on s'est rencontrés, alors nous on se connaît depuis 3 ans, quelque chose comme ça. Quand on s'est rencontrés, c'était dans un mastermind. On n'échangeait pas trop à cette époque-là ensemble. C'est peut-être au fur et à mesure qu'on a commencé à avoir davantage d'échanges, etc. Et il y a un truc qui m'a toujours marqué, c'est que je me suis toujours dit, Gérald, il est pas sur la même planète que moi. Tu as cette capacité à voir extrêmement grand, là où parfois nous on va se limiter par rapport aux objectifs que tu as, les business que tu développes. Quand je vois tout ce que tu fais, moi, je me dis, par exemple, pour moi aujourd'hui, je suis pas capable de faire ça, ou je suis pas capable de faire grossir une boîte ou d'avoir 4000 membres comme toi, tu as eu là très récemment. D'où elle te vient cette capacité? Alors, peut-être déjà à faire plusieurs choses en même temps et mener plusieurs projets de front. Et également, d'où est-ce que tu, en tout cas, tiens cette capacité à voir, en fait, de pas avoir de limite, tout simplement? Ouais. Alors, là-dessus, je vais déconstruire un peu un point. C'est que, en fait, j'ai pas du tout, et puis c'est pas de la fausse modestie ou quoi que ce soit. J'ai pas du tout l'impression justement de voir plus loin que toi ou quoi que ce soit. Je pense pas que ce soit le cas. Mais en tout cas, le truc que je sais, c'est que je ne mets pas d'enjeu. Je m'identifie pas du tout à mon business. C'est-à-dire que moi j'avais un but. C'était d'être FIRE. Je sais pas si tu connais ce principe du mouvement FIRE, donc d'être indépendant financièrement. C'est-à-dire de calculer tout ce que je dois dépenser tous les mois pour ensuite le générer par du revenu passif ou l'avoir en trésorerie, l'avoir en actif. Donc voilà. Donc ça c'était mon premier point. Ça c'était la vision. Elle allait là. Donc clairement, comme dit un ami en commun, comme dit Romain Collignon, la première phase de l'entrepreneur, c'est déjà de se sortir de sa condition initiale. Alors je vais pas non plus faire pleurer dans les chaumières. Ma condition initiale, elle est très cool. J'ai jamais eu de problème pour remplir mon frigo ou quoi que ce soit. Mes parents sont des gens normaux. Moi, j'ai une éducation classique. Voilà. Donc là-dessus, je vais pas faire pleurer. Mais c'est vrai que je voulais très vite me rassurer sur ma capacité à pas me retrouver dans la merde plus tard. Ça, c'était le premier point. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus mis d'enjeu sur ce que je faisais. C'est-à-dire que tout ce que je fais maintenant, c'est pour kiffer. C'est pour m'amuser. J'ai l'impression d'être un mec bourré en continu. Un mec qui n'a pas de limite. Tu vois ce que je veux dire? Un mec qui va parler à des meufs. Un mec qui va se battre avec des gars. Un mec qui va monter sur un comptoir et danser. Parce qu'en fait, je m'en tape. Maintenant, il y a plus d'enjeu. Donc à côté de ça, je fais des projets qui sont pas du tout rentables, même des projets que je réalise moyennement. Il y a aussi des choses que je veux faire en dehors de ma vie professionnelle, mais je m'identifie plus, je mets plus d'enjeux là-dessus. Donc moi j'ai envie de dire, je vois pas, c'est pas que je vois loin, c'est que maintenant je suis détaché de ce que je fais. Laisse-moi juste creuser sur un truc que tu viens de dire. Aujourd'hui, et on en rencontre tous les jours, toutes les semaines, même dans les masterminds, dans toutes les rencontres d'entrepreneurs qu'on fait. On voit des gens qui jouent leur vie, qui laissent même leur santé, qui se transforment, je pense même qu'ils perdent des années de vie à se torturer pour un business, alors qu'à la base ils se sont lancés pour kiffer, pour être libre, pour prendre du plaisir, pour aider des gens, pour toutes les bonnes raisons pour lesquelles on se lance dans l'entrepreneuriat. Ils recréent leur prison. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça et comment faire si aujourd'hui t'écoutes ce podcast-là et tu as l'impression justement d'être dans cette situation-là où t'es entre guillemets dans une prison dorée, c'est ça? C'est exactement ça. D'ailleurs, là-dessus, moi, je prends souvent l'analogie aussi de la prison, mais la prison classique. Ouais. Les matons dans les prisons. Alors, est-ce que c'est une légende ou pas? En tout cas, on va imaginer que c'est vrai. Les matons dans une prison, ils doivent remarquer plusieurs choses dans le comportement des prisonniers. Et notamment, si t'as un mec qui est plutôt oisif, qui va fumer dans la cour, qui va juste être dans son coin, machin, pas très actif, et que ce mec-là se met de suite à bien bouffer. À arrêter de fumer, se mettre à faire se faire des pompes, des tractions, des machins. Très souvent, ça, c'est un trigger comme quoi le mec va potentiellement tenter de s'échapper. C'est-à-dire que le mec, il se remet en forme pour pouvoir se barrer. Et donc, je me dis que si on est un petit peu dans cet étau, dans cette prison dorée, qui en plus de ça, c'est un étau parce que on se pourrit la vie, et en plus de ça, l'autre étau, c'est que c'est malgré tout bien vu socialement de se crever à bosser, etc. Ce qui est complètement débile, mais c'est bien vu socialement de se tuer à la tâche. Donc si on est pris dans cet étau-là, ce qu'il faut, c'est se mettre à faire des pompes et des tractions, c'est-à-dire préparer le minimum pour subvenir à ses besoins, sans se bloquer le temps d'accomplir sa vision, pour pouvoir ensuite s'échapper de cet étau-là. Je sais pas si tu vois, ça fait plein d'analogies, plein de comparaisons, etc. Mais ça me parle tout à fait. Mais moi, en plus, que je remarque pour accompagner vraiment sur le sujet, je connais plus d'entrepreneurs
qui sont dans cette prison que d'entrepreneurs qui sont heureux et libres grâce à leur business. Et c'est quand même triste. C'est quand même un truc de malade. Et en tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel je trouve que c'est extrêmement important de sensibiliser les gens. C'est vraiment de pas se rendre le truc compliqué et que le business, ça doit rester simplement. Alors, pour moi, c'est un jeu. Je pense que pour toi aussi, comme tu l'as très bien expliqué. Pour d'autres, ça va être un peu plus sérieux qu'un jeu, mais en tout cas, justement pas se pourrir la vie en fait pour juste un business. On a la pyramide des gens, c'est-à-dire avec enfin on a un premier filtre qui est je passe à l'action. Déjà tous ceux qui passent à l'action, félicitations, c'est déjà énorme. Il y a déjà énormément de gens qui ne passent pas à l'action. Donc de ce fait-là, c'est top. Mais ensuite il y a ceux qui arrivent à être alignés et ceux qui arrivent à tout vivre de front. Et ça c'est encore un autre filtre. Je pense qu'il y a un filtre encore au-dessus, c'est on peut être aligné, kiffer ce que l'on fait, mais être détaché. C'est-à-dire ne pas s'identifier à son business. C'est-à-dire que je fais un super webinaire, je suis le roi du monde, j'ai un mauvais CTR sur une pub ou je ne sais quoi ou je sais pas quoi, je suis une grosse merde. Bah, si on en arrive là, c'est le sentiment que ressent la norme. Si on arrive déjà à s'affranchir de ça, logiquement on fait partie du 1 pour 1000 ou 1 pour 1 million. J'ai écouté un des épisodes récemment sur ton podcast avec Christian Junot. Ouais. C'était la peur du manque financier, si je dis. Exactement. Ouais. À quelques détails près, c'est ça. Moi, je remarque aussi que justement, c'est des gens qui sont pas sereins financièrement, qui derrière en fait se pourrissent la vie avec leur business. Et justement, tu parlais tout à l'heure du mouvement FIRE et en fait simplement de qu'est-ce que j'ai besoin pour être tranquille. Et beaucoup de personnes, ils ont même pas la notion de combien ils ont besoin, de combien sont leurs dépenses mensuelles, et de combien ils ont besoin pour être tranquille. Et je pense que justement parce qu'on n'a pas la maîtrise de ses finances personnelles, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on se pourrit la vie à toujours en vouloir plus, à toujours être à la merci de son business, en fait de jamais être satisfait et de toujours être dans la roue du hamster. Hein. C'est exactement ça. On cherche toujours la ligne d'arrivée, mais la ligne de départ souvent elle n'est pas très matérialisée dans nos têtes. On sait pas d'où on part. Est-ce que tous les mois il me faut 1500 balles juste pour payer l'école de mes gosses, remplir le frigo et payer mon loyer, ou est-ce que justement non, tout ça c'est géré. Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux me libérer l'esprit? C'est hyper important justement de mettre le point là-dessus. Derrière ça, tu vois, tout à l'heure je t'ai abordé l'idée des muses. Que moi je voyais le e-commerce comme des muses parce que première année qu'on lance le e-commerce, on vend pour 750 000 balles de gamelles pour chat. J'avais même pas de chat à l'époque, tu vois. Je m'en fous des chats, tu vois. Tu vois le truc, j'en ai rien à foutre. Donc je peux pas dire putain, je suis un putain d'entrepreneur, je m'identifie à mon business, je suis le roi de la gamelle pour chat, tu vois. Bah c'est pas clairement non, je peux pas vivre comme ça. Donc du coup je fais ça, mais je le vois vraiment comme une muse. C'est-à-dire j'ai un détachement sur ce business-là. Je sais très bien que j'optimise ma productivité, c'est-à-dire que je mets une pièce dans le jukebox il continue à chanter pendant 1 heure, et donc c'est-à-dire que mes efforts ils sont vraiment au départ, et ensuite après je vide ces efforts-là. Je récupère les fruits plus tard et sans y passer du temps. En fait pour moi c'est obligatoire d'avoir ce genre de business-là, parce que sinon je perds toute ma phase créative. Donc moi, ma phase créative, c'est de monter des boîtes, de faire des projets. Mais si j'ai pas une tranquillité financière, je perds toute ma créativité. Il y en a qui aiment être dos au mur parce qu'ils aiment, ça les aide à se booster. Moi, je fonctionne pas comme ça. Évidemment, quand je suis dos au mur, ça me permet d'avoir de nouvelles idées, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais si j'ai pas une sérénité financière, je suis clairement pas du tout créatif. Je deviens très très mauvais. Avant que je transitionne sur cette histoire de muse, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai jamais c'est un sujet que j'ai jamais abordé et je m'y suis jamais mis, et je suis vraiment curieux de voir un petit peu comment tu vois toi la chose. Moi, j'ai une théorie aussi sur la sérénité. Moi, c'est vrai que par rapport à ma gestion des business, si tu veux, je ne suis jamais dans l'urgence. Je ne suis jamais dans le stress. Je suis vraiment très serein. Et j'explique de 2 choses. C'est-à-dire que je me suis déjà construit une sécurité financière. Je sais quel est mon minimum et je sais, voilà, j'ai aussi investi pas mal comme toi dans l'IMO, etc. Il y a des loyers qui tombent, etc. Donc, on va dire que déjà ça va. Même si demain mon business s'arrête, ça va, je vis. Donc ça, c'est un premier palier. Et un deuxième, et en tout cas c'est ma théorie personnelle, et je voudrais juste voir ton avis là-dessus, c'est que j'estime qu'à un moment donné, quand on a suffisamment investi en soi, quand on s'est suffisamment formé, qu'on a suffisamment de connaissances, de compétences, d'expérience dans un domaine, notamment par exemple dans le business en ligne, en tout cas pour moi et donc pour toi aussi je pense, en fait même si demain tout s'écroule, je peux recommencer après-demain. Et ça fait aussi beaucoup de différence, parce que même si tout capote demain, même si tout s'arrête demain pour X ou Y raison, même si on sait que c'est pas possible, je peux le refaire en fait, tout simplement, parce qu'à un moment donné, quand tu as des compétences, quand tu as entre guillemets monté ton niveau de compétence à un certain moment, tu peux pas redescendre. Je sais pas comment toi tu vois la chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'imagine. C'est pour ces raisons-là que je me forme continuellement, parce qu'à un moment donné, tu peux plus faire moins que 30, 40, 50, 80 000 par mois. Je suis 100% d'accord avec toi, même 1000% d'accord avec toi.
Mais je t'avoue que moi, c'est mon grand dilemme. C'est mon grand truc. Je sais que c'est là-dessus où je suis le plus mauvais. C'est sur la faculté, c'est sur ma faculté à me dire, ok, t'as déjà monté. En plus, le truc, c'est que si on le rationalise, rien que je le dis, là, j'ai envie de rire et de me mettre une baffe, tu vois. T'as déjà monté plusieurs business qui ont claqué le million en un an, des business qui te passionnaient, des business que t'en avais rien à foutre, des business tout seul, des business avec des gens. Donc, tu l'as fait plusieurs fois. Je pense qu'on doit être entre 5 et 6 fois. Et à côté de ça, si tout s'arrête, je me pose encore la question de savoir si je vais savoir le refaire. Et alors je sais très bien que factuellement ça va aller, parce que mais c'est l'émotionnel, donc c'est pas l'émotionnel, pas rationnel, donc voilà. Mais moi c'est mon gros sujet, c'est mon gros sujet ça. Et t'arriverais à développer un peu plus, parce que t'es pas le seul du coup. Non, je suis pas le seul, mais la façon dont moi je gère le truc, c'est que par exemple je sais que ça c'est le plus gros truc que j'ai à travailler chez moi, parce que du coup ça amènera une sérénité encore supplémentaire. Donc la sérénité rationnelle elle est là, mais l'émotionnelle elle est pas là. En fait la façon dont je fais, c'est que j'ai invité Christian Junot par exemple sur mon podcast pour en parler, parce que et c'est justement le podcast c'est excellent par rapport à ça. C'est j'ai une problématique. Bon, les gens qui écoutent, j'espère que ça leur plaira, j'imagine que ça leur plaira, mais j'y vais surtout pour répondre la mienne. Et avec cette sincérité là, j'ai un double win, c'est que ça plaît aux gens. Et en plus de ça, moi ça résout mon problème. Donc non, moi je bosse là-dessus. Je sais pas réellement comment l'amener. Je sais pas réellement l'amener, parce que les investissements, avoir mis un peu de cash en perso, un cash de côté personnellement, avoir utilisé mon levier bancaire, avoir des boîtes qui tournent, passives et également plus actives, donc du coup comme le Startup Studio. Mais en fait tout ça c'est en place, donc là-dessus je suis en route. Je suis pas arrivé là-dessus. Ça emmène du coup naturellement sur ce concept de muse. Alors moi évidemment que je connais le concept, je sais de quoi il s'agit, mais j'ai jamais creusé plus que ça et je n'en ai jamais lancé pour moi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qu'une muse? Déjà, peut-être donner une définition rapide pour ceux qui, comme moi, ne seraient pas experts, et puis donner quelques exemples de ce qui est possible de faire aujourd'hui avec Internet. Alors, je pense qu'il y a 1 million de possibilités, mais je pense que tu vas développer là-dessus. Alors, les muses, déjà, ça vient d'un bouquin qui s'appelle La semaine de 4 heures, qui a été écrit par Tim Ferriss, dont le principe est d'avoir des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus qui rentrent sans forcément avoir à bosser en face pour rentrer ce revenu-là. Évidemment, il faut bosser au départ, mais plus ça va, moins on est censé bosser sur une muse. Une muse, ça peut être sous n'importe quelle forme. Un loyer, c'est une muse. Une pension alimentaire, c'est une muse. Tu vois, je sais pas s'il y a des gens qui veulent se marier et divorcer. Bon, voilà, ça c'est une muse. Ce genre de truc-là. Le RSA, c'est une muse aussi si on veut. Mais un site de e-com, un site qui va générer des abonnements, une plateforme qui va faire de la mise en relation, tout ce genre de choses, tout ce genre de business-là, du moment qu'on n'a pas à charbonner tous les jours dessus, c'est une muse. Il y a plusieurs façons de l'appeler. Il y a également d'autres bouquins où c'est passive income, le mot qui est utilisé. Donc du coup, moi je recommande à tout le monde d'aller voir déjà la semaine de 4 heures. C'est un bouquin qui est très très romancé, qui est très pushy, mais c'est un bouquin qu'il faut quand même lire. Moi en tout cas, c'est le bouquin que j'ai le plus offert dans ma vie. D'ailleurs, je crois qu'on m'a offert le mien, et après derrière tous les livres que j'ai achetés, bizarrement, moi je l'ai acheté, j'ai pas réussi à le terminer tellement que je le trouvais répétitif, mais par contre extrêmement intéressant. C'est vrai. Mais en fait, j'ai un peu l'impression, tu vois, ça pourrait très bien être un condensé d'articles de blog en fait, ce bouquin. C'est un peu toujours les mêmes boucles et tout. Donc ouais, non, je suis assez d'accord. Mais là-dessus, un truc clairement, un livre audio, un résumé en 20 minutes, ça suffit. Clairement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc le principe, c'est d'optimiser sa passivité. Donc c'est vraiment développer ça. Faire des loyers, par exemple, c'est une muse. Voilà. Donc en fait, on peut faire des muses sur tout. C'est ce que je veux dire. Après, du coup, il y a des façons de rater une muse. La façon de rater une muse, déjà, c'est d'être émotionnellement attaché à ce que l'on fait. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi. Toi, par exemple, tu t'adresses à des coachs sportifs. Par exemple, admettons, je fais du coaching en présentiel, c'est-à-dire que tous les matins, tous les soirs, je vais voir mes clients chez eux et je leur fais faire du HIIT ou quoi que ce soit. Derrière, la muse que je vais développer, c'est une muse où je vais vendre des cours vidéo en ligne et ça, je vais considérer que c'est une muse. Le gros problème là-dessus, c'est que c'est mon domaine d'expertise. Du coup, je vais être hyper regardant sur la qualité. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre trop de temps à sortir le truc. Je vais manquer d'empathie. C'est-à-dire que je vais pas me mettre à la place de la personne qui consomme, mais je vais le raconter parce que vu que je suis l'expert, je détiens le savoir et dans ce cas-là, je vais pas être assez empathique. Donc, du coup, mon marketing va être centré sur moi au lieu d'être centré sur le problème de la personne à résoudre. Enfin, c'est des basiques. Mais vu qu'on sait qu'on a un biais, on a tendance à être nul dans ce cas-là. Dans ce genre de situation où on est très émotionnellement attaché à ce que l'on vend. La facilité, c'est juste d'aller vendre un truc dont on s'en fout. Moi, par exemple, une de mes muses qui tourne encore
Et en plus de ça, enfin c'est tellement loin de mon univers, mais c'est une muse sur l'infidélité. Bah, je peux pas rentrer dans le détail parce que sinon ça crame le truc. Mais en gros, j'ai un abonnement tous les mois qui tourne et la thématique c'est sur l'infidélité, résoudre l'infidélité. Okay. Alors que tu vois, je suis marié, je suis censé être un bon chrétien, l'infidélité, tu vois, c'est pas mon sujet. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait je m'en tape. Et donc du coup, quand je vais voir sur Google que il y a X personnes qui demandent ce mot-clé-là, il y a Y personnes qui le proposent, bah, je me dis en fait, la différence entre les deux, c'est ma muse, quoi. Une asymétrie de marché. Et c'est ça qu'il faut chercher. Et aujourd'hui, t'en as combien qui tournent encore ou t'en as monté combien peut-être pour être plus Alors, à un moment, site de e-commerce, on avait, en fait, l'équipe, elle était dédiée à faire ça. On était monté à plus de 40 sites en simultané en e-commerce, plus les sites à l'abonnement. Donc voilà, parce qu'en fait, on lançait une thématique. On pouvait lancer une thématique, admettons Saint-Valentin, en e-commerce, et donc forcément, il y avait des sites qui étaient jetables. Donc après, te donner un volume réellement aujourd'hui là, réellement, il y a 4 projets qui tournent en automatique. Et donc c'est ces 4 projets que je peux considérer comme des muses. Ok. Donc si je comprends bien au niveau d'une définition de muse, donc c'est vraiment un business pour lequel t'es pas émotionnellement attaché et en plus de ça dans lequel t'as pas ou peu d'expertise. Oui, c'est ça, exactement. Du moins il va falloir l'expertise doit pas être au cœur. L'expertise elle doit être dans l'avatar client, tu vois. L'expertise métier réellement. Une muse ça doit être facile à exécuter. Par exemple, recréer un site comme Amazon, c'est pas facile à exécuter. Du coup, Amazon n'est pas une muse. Amazon, il y a des milliers de personnes, donc ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est que ce soit facile à exécuter et surtout que ce soit facile à tester, parce qu'en fait, tout est là-dessus. Il faut être d'accord de tester 10 choses pour en avoir une qui fonctionne. Mais par contre, cette chose-là, elle peut nous rémunérer pendant plusieurs dizaines d'années. Moi, ma muse sur l'infidélité, je l'ai développée, j'avais 21 ans. J'en ai 32. Okay. Donc, si je comprends bien, donc par rapport à tous les avis et tous les exemples que tu donnes depuis tout à l'heure, toi aujourd'hui dans ta vision du business, tu serais plus sur ne pas avoir son image au cœur du business et ne pas avoir des business qui sont en personal branding, plutôt des business qui tournent en automatique, du moins au début. C'est ça? Moi, clairement aujourd'hui, il faut que je trouve à peu près 100 000 balles tous les mois pour payer mon équipe. C'est à peu près ce que ça me coûte. C'est le cash burn de la boîte. L'équipe du Startup Studio, pour développer des projets qui me font kiffer. Ce qui fait que mes muses ont pour vocation de générer ces 100 000 euros. Okay. Donc mes muses financent le Startup Studio puisqu'on n'a pas levé de fonds sur le Startup Studio, du moins pour l'instant. Donc il me faut 100 000 balles par mois, ça c'est clair. Donc ok, on a la mission. Mon associé Baptiste, lui, il est en charge justement de générer ces 100 000 balles. Donc lui, il est en charge des muses. Moi, je suis en charge du studio. Donc c'est vachement plus cool pour moi, parce que c'est des projets qui font tout kiffer. L'avantage de ça, c'est que ces projets, je viens en parler par exemple sur ton podcast, j'en ai parlé hier, j'en parlerai aussi la semaine prochaine. Ça me fait kiffer, je bosse dessus tous les jours. C'est un truc qui est en plus socialement cool à raconter, c'est un truc où je prends du plaisir à titre personnel, donc franchement je gagne à tous les coups. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. S'il y a pas d'enjeu financier. Donc j'ai pas envie de dire c'est pas un où je fais des business de niche et où je me montre. C'est pour moi c'est un et il faut et vu que forcément je vais me montrer sur mon LinkedIn, il y a marqué que je développe Neosys, le Startup Studio, machin, etc. Donc je m'identifie au fait de développer Startup Studio, mais du coup j'ai pas d'enjeu parce que financièrement c'est pas ce qui me paye. Moi ce que je comprends, donc l'idée de ces muses c'est vraiment d'avoir un MRR, donc un revenu mensuel qui te permet de couvrir tes charges pour que tu sois serein et que tu puisses passer ton temps, ton énergie, ton focus dans autre chose. Quand on a par exemple, je te prends un business en personal branding comme le mien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui qui pourrait être... Est-ce que tu as des idées de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place qui pourrait faire du MRR sans avoir à développer une muse? J'ai quelques idées, mais qu'est-ce que tu dirais dans le cas inverse où on démarre pas par des muses, mais où on a déjà quelque chose qui tourne et qu'on veut s'assurer un MRR? Tu vois ce que je veux dire? Très clair. Bon, alors, le MRR le plus facile à générer, enfin le plus évident à générer, c'est les business à l'abonnement. Moi, je suis un gros fan des business à l'abonnement. Un truc tout simple. Il y a un des produits qu'on avait lancé qui s'appelle Spicy Checkout, qui était un produit où en fait tu greffais sur une boutique Shopify ou une boutique WordPress un système de checkout qui te permettait au moment de passer ta commande de choisir ton prix. Et tu avais 2 prix. T'avais un prix où t'étais abonné, donc mensuellement tu payais un forfait, et t'avais un prix où t'étais pas abonné, donc un peu en mode invité. Et donc du coup la différence elle était vraiment significative puisque le prix il était divisé ou multiplié par 4. Et donc en fait ça te donnait accès à un abonnement, et dans cet abonnement là t'avais un espace membre où il y avait des produits de e-commerce à prix coûtant. Donc c'est-à-dire donc l'abonnement me rémunère toujours, j'ai encore ce genre de business. Derrière, la personne va pouvoir acheter des produits à prix coûtant, ce qui fait que quand elle en achète ou quand elle n'en achète pas, pour moi ça change rien, puisque c'est un jeu à somme nulle. Elle va mettre 20 balles,
ça me coûte 20 balles de fournisseur. Donc au moins c'est réglé. Donc ça par exemple c'est très facile à mettre en place. C'est une boutique de e-commerce, un plugin de rebuild et puis voilà. Ça c'est une solution qui est possible à mettre en place, mais il faut détacher. Si toi demain tu te mets à vendre, alors je prends ton exemple, mais c'est pas toi, hein, je donne juste par rapport à ton expertise. Tu te mets à vendre du matériel de sport, comme moi j'ai fait. Ben peut-être que le tapis machin, tu sais très bien qu'en fait, il va pas être génial pour faire du pilates, il va être meilleur plutôt pour aller en extérieur, machin, etc. Du coup, tu vas avoir un blocage. Ou alors au contraire, peut-être que ça va être si tu arrives à bien le gérer, peut-être que ça va être au contraire une super opportunité en disant c'est vraiment un tapis d'extérieur et du coup avoir un marketing par rapport à ça, parce qu'il y a certaines contraintes. Mais moi quand j'ai fait la gamelle pour chat. Clairement, la gamelle, pour parler crûment, j'en ai rien à foutre quoi. Donc le mec il achète la gamelle, on lui dit que c'est la meilleure gamelle du monde, c'est quand même le principe du marketing. Et derrière on lui dit, bah en fait si t'as bien aimé l'expérience, abonne-toi et puis tu vois les balles pour ton chat qui roule toute seule, voilà, les gamelles qui lui donnent, enfin les distributeurs d'eau, les litières auto-lavantes, etc. Ben voilà, ben t'en as X centaines dans l'espace membre, donc abonne-toi, ça coûte 20 balles par mois et puis moi comme ça je suis très content de faire mes revenus passifs. Je te rejoins rapidement là-dessus et moi un petit partage, c'est qu'aujourd'hui quand tu as de l'abonnement, quand tu as des revenus récurrents avec des gens qui sont abonnés sur le long terme avec toi, ça augmente aussi le j'en ai rien à foutre de tout à l'heure, du style je sais que ça tombe tous les mois et je suis pas dans cette peur de perdre, de retomber à zéro ou dans cette toujours le besoin d'aller gratter tous les mois de nouvelles ventes, de nouveaux clients pour faire son chiffre quoi. Donc ouais, 1000% là-dessus. La grosse erreur qu'il faut éviter, c'est de s'identifier à sa muse. Moi, je suis pas le mec sur internet qui vend des gamelles pour chat. J'en ai rien à foutre. C'est pas comme ça que je me présente. Je t'en ai pas parlé tout à l'heure, tu vois. Là, on en parle parce qu'on développe, mais du coup, pas s'identifier. Parce que sinon, dans ce cas-là, la vie, elle est un peu fade. Mais on a une vision à réaliser. C'est juste un moyen pour le faire. J'ai envie de dire, il y en a plein qui vont aller pour lancer leur boîte, qui vont aller faire des extras le week-end, qui vont aller faire du service, qui vont aller faire des brocantes pour vendre les trucs qu'ils ont dans le garage, etc. pour se constituer un capital pour lancer leur boîte. Ben voyez ça comme ça. C'est votre brocante, c'est votre extra. C'est comme si vous étiez caissier ou caissière chez Leclerc pendant 6 mois, quoi. C'est exactement le même principe. Bon, en tout cas, moi comme je te dis, puis je te le redis, en tout cas, je suis hyper admiratif de toutes ces idées, tous ces business que tu as, etc. Et aussi, mine de rien, les résultats de ouf que tu as. J'ai une question à te poser qui vient naturellement. Comme tout entrepreneur, je pense que tu as lancé plein de projets. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des choses qui ont bien marché, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Et c'est la vie, c'est le jeu. Et en fait, c'est juste comme ça. Est-ce que tu serais OK pour nous partager un petit peu, c'est quoi ton gros down que tu as eu dans ta vie d'entrepreneur? C'est quoi le truc qui t'a le plus marqué? Et quels sont les enseignements que tu en as tirés? Le truc le plus relou, en fait j'ai deux trucs mais c'est assez lié. Tout à l'heure je parlais de Spicy là, donc la solution à labo. L'histoire de ce truc là, c'est qu'au départ donc on l'a fait pour nous et on a dit vu que ça fonctionne pour nous, proposons-le pour les autres. En fait, ça a été un énorme flop alors que nous ça nous permettait de générer plusieurs millions d'euros par an. Au moment où on l'a proposé en SaaS, donc du coup, au lieu de le développer à chaque fois sur chacun de nos sites à la main, on a dit on va le proposer au plus grand nombre. Du coup, nous on était sur WordPress, on a dit on va développer une version Shopify, etc. Je suis reparti 10 piges en arrière en termes d'expérience. Je me suis dit en fait, si c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde. Et ça, grosse erreur en fait, parce que moi j'avais éveillé un besoin qui était faire du revenu passif. Je m'étais rendu compte également qu'il y avait des problématiques de monétique et des problématiques logicielles. Et je me suis dit ok, donc c'est bon, mon chemin, je dois développer un truc. Mais en fait, les gens à qui je m'adressais, en fait, ils n'avaient pas du tout ces besoins-là. Ils avaient d'autres besoins. Ils avaient des besoins de rentabilité sur leur e-commerce de base. Ils voulaient pas vendre n'importe quoi. Ils voulaient pas faire d'abonnement. Ils voulaient pas faire de service client. Enfin, il y avait plein de choses qui allaient pas. Et donc, en fait, je l'ai fait pour les autres comme c'était pour moi. Et en fait, ça, c'était une grosse connerie. Tout à l'heure, je parlais du problème d'empathie. Là, j'ai clairement manqué d'empathie. Mais parce que c'est ce truc-là qui m'a permis d'acheter ma baraque, qui m'a permis de faire plein de trucs. Donc ça, c'était une grosse erreur. Ce qui fait qu'en fait, j'étais tellement persuadé d'être le roi du monde, le génie ultime, que je regardais pas les chiffres. Et au final, on a perdu 650 000 euros sur ce truc-là. Un peu moins de 650. Un peu plus, entre 600 et 650 000 euros. Et en fait, ce truc-là, qui doit être un truc cool en plus, a mis en danger la boîte. Parce que, en fait, j'étais tellement persuadé de moi que ça posait pas de problème. Donc, ces coûts-là, ça a été des coûts de développement, ça a été des coûts marketing, des coûts publicitaires, des choses comme ça. Mais ça a été un énorme échec. Et là, pour le coup, j'essaie de pas mettre d'ego dans le maximum de fois, mais là, clairement, cet échec-là, il a été, je l'ai pris directement pour moi. Et de toute façon, il y avait pas,
c'était ce qu'il fallait faire. J'étais le seul responsable. Parce que refuser de regarder un putain de tableau Excel alors que t'as un mec qui toutes les semaines te le remplit en disant ouais le PNL il est pas cool, je dirais fais pas chier. C'est le principe de monter un tool, c'est que en fait c'est pas rentable de suite, ce sera rentable plus tard. C'est impossible maintenant de rentabiliser ce truc-là. Donc voilà. Alors que pour nous ça marche encore. Mais c'est juste que j'ai manqué d'empathie. Donc ça, c'était très relou. Et en plus de ça, après, il y a eu 2 contrôles fiscaux, il y a eu un contrôle répression des fraudes, etc. Donc on est sorti propre de tout ça. Mais au final, on a passé 1 an à être contrôlé. Donc avoir le focus, donc sur cette activité-là en plus, avoir le focus sur des contrôles, des trucs relous. Et en plus de ça, économiquement, c'était la merde. Comment tu ressors d'une perte de 650 000 balles? Bah, il faut charbonner derrière, hein, parce que ça, c'est des réserves qu'on n'a plus. Et en fait, on a toujours les mêmes besoins, mais on vient de cramer certaines ressources. Donc là-dessus, ça a été de développer de nouvelles choses. Ça a été notamment de développer l'incubateur qui du coup a été un super succès. Rationaliser aussi les dépenses. Se séparer de 2 personnes de grande qualité dans l'équipe qui étaient en charge de ce produit-là, mais du coup, comme on arrête le produit, on doit couper certains coûts. Et puis voilà, moins penser que l'argent tombe des arbres. Il y a l'aspect financier, c'est une chose, et il y a aussi, je pense, le côté émotionnel aussi lié à l'humain, le fait de se séparer de gens, le fait de remettre aussi beaucoup de choses en question. Il y a aussi la charge mentale qu'impose notamment les contrôles fiscaux, etc. Comment tu gères une période comme ça? J'ai envie de te dire pas bien. C'est-à-dire que la façon dont ça s'est passé, c'est que forcément, t'as les contrôles fiscaux, les machins, les trucs. Tu rentres tard le soir. Quand tu rentres, les gosses ils sont déjà douchés, ils sont déjà au lit, ils ont déjà mangé. Toi tu rentres, tu manges un truc sur le bout de la table basse, tu remontes sur l'ordi pour finir des tableaux Excel, des machins. Donc du coup ça va mal dans ton couple. C'est là on est vraiment dans le côté boule de neige, mais pas dans le bon sens quoi. Vraiment cercle vicieux. Donc ça a été très 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 relou. Et après moi ce qui m'a permis de sortir la tête de l'eau, c'était justement de dire ok, je vais prendre chaque information les unes après les autres. Et je traite A et je m'interdis de penser à B tant que A n'est pas résolu, etc. Donc donc forcément t'as les conneries qui s'empilent plus loin, ça c'est clair. Mais de toute façon c'est la seule façon de le faire. C'est la seule façon de sortir parce que tu dors mal, t'es pas bien, tu bouffes mal, t'as la tête qui est prise sur plein de trucs. Donc en fait c'est dire ok, j'ai déjà du mal à gérer une opération seule, donc je vais pas en gérer 3 à la fois. Et donc moi je pense que c'est ça qui m'a sauvé. Est-ce que tu penses qu'il fallait passer par là à un moment donné? Ou est-ce que ça aurait pu être évité ou dû être évité d'une autre manière? Excellente question. Je sais pas vraiment. Ça a forcément été bénéfique. Après, du coup, je réfléchis à comment ça serait passé si il n'y avait pas eu cette expérience-là. Est-ce que tu aurais lancé l'incubateur Entreprendre sans ça? Ouais, je pense. Parce qu'on était déjà... En fait, moi, D'ailleurs, j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure, mais moi, je suis un lanceur de projet. Je suis pas là pour les pousser long terme. J'ai vraiment une super équipe qui gère ça. Donc du coup moi je suis sur le produit, on est 1,5 sur le produit puisque je développe le produit, donc moi je suis à temps plein sur le produit et ensuite après j'ai un collaborateur qui va m'aider à faire tous les wireframes, tous les mock-ups pour le rendre visuel. Ensuite l'équipe après elle va le développer. Donc en fait moi j'étais déjà sur autre chose au moment où il y a eu le problème de Spicy. Ça a été bénéfique pour un point. Je reviens sur ta question. Moi je culpabilisais beaucoup d'essayer de pas avoir de focus. Tu vois, parce qu'en fait, tu lis tous les bouquins d'entrepreneurs, la clé c'est le focus. Du coup, moi, tu sais, je fais une règle de 3. Si la clé c'est le focus, moi j'ai pas de focus, j'ai pas la clé quoi. Donc ça, je culpabilisais beaucoup. Et au bout d'un moment, je me suis dit en fait, tant pis, je suis comme ça. Si c'est la seule façon de réussir, je réussirai pas. Et donc, en mode tout est blanc ou tout est noir. Et ce qui est complètement con. Mais je fonctionnais comme ça à ce moment-là. Et en fait, je me suis rendu compte que le focus, c'est pas forcément utile pour développer des choses, mais par contre, c'est hyper utile et c'est essentiel pour pouvoir réagir à des problèmes. Et donc en fait, c'est pas sur l'aspect créatif qu'il faut être focus, mais c'est avoir toujours cette zone tampon, cette zone qui va me permettre en fait, qu'il faut que je laisse vide volontairement, qui va me permettre en fait de résoudre un problème, par exemple un contrôle fiscal, une répression des fraudes, un problème de PNL. Et donc j'ai découvert ça et je me suis dit ok, il faut même si j'ai une capacité à aller jusqu'à 100, il faut pas que j'aille jusqu'à 100, il faut que je m'arrête à 80. Et donc du coup, il faut vraiment que au moment où il y a un problème, je me focalise sur le truc qui va pas. Et pour ça, il me faut de la bande passante. Je pense que chacun doit adapter en fait, notamment quand tu dis les bouquins d'entrepreneurs, etc. C'est les lire, comprendre le concept et voir comment on peut l'adapter en fait à nous, notre mode de fonctionnement. Et c'est important de bien se connaître aussi. Et je pense que ça a été ton cas
dans ce moment-là. Je reviens très rapidement, je fais juste un petit bond en arrière sur un truc que tu as abordé. Tu as dit Spicy, j'ai merdé tout simplement parce que j'avais simplement pas écouté le marché. En gros, je le résume. Et je me suis planté pour ça, parce que j'y suis allé tout droit, j'y suis allé avec mes convictions et j'ai projeté en fait sur les autres ce que je pensais bon pour moi. Je trouve ça méga important aujourd'hui dans le marketing, vendre au marché ce qu'il veut. Et si tu devais écrire un truc sur ton mur pour ne jamais l'oublier, qu'est-ce que tu écrirais par rapport à cette expérience-là? La phrase, moi, enfin, je te l'ai dit tout à l'heure, mais la phrase qui revient dans ce moment-là, c'est pas parce que c'est bon pour moi que c'est bon pour tout le monde. Ouais. Donc ça, c'est clair. Et après, là-dessus, c'est revenir au basique. J'ai envie de dire, ce que j'ai fait par exemple pour le Startup Studio, c'est-à-dire de partir pendant 1 an et demi faire du consulting. Le consulting, c'est hyper ingrat. Tu passes des heures en one-one avec des gens, t'es sur Zoom toute la journée, c'est ultra relou. Si ça va bien, c'est pas grâce à toi, mais si ça va mal, c'est de ta faute. Donc au moins, tu sais que... Et en plus de ça, j'ai eu la chance d'avoir des super clients, malgré tout. Mais par contre, du coup, là, je veux dire, on est allé les chercher les infos. L'interview client, on l'a poussé. Hein. On a passé 1 an et demi à creuser les problématiques des gens, pour ensuite sortir, les résoudre par du logiciel. Et donc là-dessus, je pense avoir fait le boulot. Je pense que la leçon, je l'ai compris. Enfin, connaître son avatar client sur le bout des doigts et avoir un produit qui répond parfaitement à ce qu'ils demandent et ce qu'ils ont besoin. Et là, dans les phases de lancement de nos tools, je vais forcément faire un passage par le service, le support. C'est obligé. C'est obligé. Et c'est il faut vraiment passer du temps. Et c'est comme j'en parlais en plus avec Seb, un gars de ton équipe. Et quand on s'est croisé à Paris, c'est hyper important d'avoir aussi un closer pour vendre ses produits quand on a besoin de les vendre par téléphone. Mais je trouve hyper important aussi de mettre un closer au départ d'un projet pour ne pas justement, même si c'est admettons à perte, pour ne pas justement avoir le biais du survivant et interviewer que des gens qui ont signé, parce que le plus gros segment, les douleurs qu'il faut trouver, c'est sur les gens qui n'ont pas signé. Et donc forcément, si on a un produit full digital où on délivre tout en ligne, la personne elle se sert toute seule, on peut pas échanger avec cette personne-là. Et donc en fait, il faut passer plus de temps sur les gens qu'on va pas closer, sans chercher à les closer, hein, mais juste en comprenant en fait pourquoi ça marche pas, pour pouvoir justement acquérir des trucs. Moi là, je l'ai fait par des interviews. Parce que j'avais pas le choix. C'est long à développer un SaaS. Ça prend 6 mois, 1 an pour avoir déjà un prototype. Donc du coup, j'ai anticipé le truc. Mais après, interviewer les clients qui signent pas et interviewer les personnes qui passent au support client, ça va être la suite logique. Ouais, non mais c'est génial. Et je rebondis une dernière fois là-dessus avant de jumper sur ma prochaine question. Je te parle d'une expérience perso. Il y a 1 an en arrière, je voulais lancer un mastermind pour les coachs sportifs, en pensant que comme moi, en fait, c'est des gens qui allaient rechercher la communauté, l'entraide, les rencontres en présentiel, etc. Quand je me suis aperçu, en fait, 1 an après, qu'ils n'en avaient strictement rien à foutre. Et je ne prenais pas la data parce qu'en fait, je projetais ce que je pensais bon pour moi, la communauté, les rencontres en présentiel, les beaux endroits, la bonne bouffe, comme on a l'habitude de faire nous dans nos masterminds, etc., etc. Alors qu'en réalité, mon marché ne le voulait pas. Donc ça reprend en fait ce que tu partageais tout à l'heure et j'aurais simplement dû peut-être me demander aussi qu'est-ce que d'abord ils veulent et ensuite de leur créer une offre sur mesure. Clairement, donc ça c'est aussi une petite note à moi-même aussi dans le partage, parce que c'est vrai qu'en le partageant, j'en prends encore plus conscience. Mais c'est incroyable qu'après des millions d'euros, on fasse cette erreur-là encore. Parce que t'es à ton premier business, tu viens de lancer ton truc, tu le fais, on va dire bon ok c'est pas cool, on t'avait prévenu, mais bon il fallait que tu te crames les ailes. Mais là le pire c'est que nous on le raconte à d'autres gens. C'est incroyable. Ouais, c'est un truc de fou. Mais tu vois, je l'avais pas je l'ai pas encore vraiment intellectualisé comme ça. Mais en fait, là, quand on parle, je me dis, mais c'est exactement la même merde que j'ai fait sur le dernier, sur mon dernier lancement de Mastermind, alors que personne en voulait. J'en ai vendu, mais ça a été poussif. Tu vois, personne en voulait. C'est aussi simple que ça. Donc bon, écoute, hein, c'est une expérience et puis on essaiera de le reproduire le moins possible sur les offres et business à venir. D'accord. On va essayer. Ouais. J'ai également une question à te poser. Enfin, une question à te poser, non. C'est un sujet que je veux aborder avec toi. Avec toi, tout va très très vite. Ça lance, ça relance, ça échoue, on recommence, etc. J'aimerais aborder la notion de vitesse avec toi, vitesse d'exécution, vitesse de passage à l'action, vitesse pour tester les choses. Et également que tu puisses aussi nous partager un petit peu ce que toi, tu vois dans les autres entrepreneurs que tu rencontres et quelles sont également les caractéristiques. Alors là, je vais te faire 2 questions en une, mais quelles sont les caractéristiques, selon toi, des entrepreneurs qui ont le plus gros potentiel et qui ont surtout et qui vont avoir le plus de résultats. Est-ce que tu m'as suivi ou est-ce que tu veux que je les fasse? Ouais, le pattern du succès par rapport à l'exécution, ce genre de choses-là, quoi. Nous, on lance beaucoup de trucs, ça c'est clair. On en arrête énormément, quasiment autant.
Ouais. Ce qui reste après, c'est les trucs qui ont été validés. Et en fait, là-dessus, je vais redonner un basique, mais en tout cas nous c'est notre quotidien, c'est le Lean Startup. Et le Lean Startup, ça concerne pas que les startups. Le principe du Lean, c'est de pouvoir lancer une version minimale le plus rapidement possible pour pouvoir itérer et surtout valider les choses. Et donc très souvent le Lean, on s'arrête sur le côté implémenter, observer, apprendre, implémenter, observer, apprendre. Et puis un deuxième concept qui est vachement bien répandu, c'est le MVP. Donc quel est le MVP d'une voiture? C'est un skateboard, en gros, la version minimale pour se déplacer. En méthodo, moi ce que j'aime bien expliquer, c'est que c'est tout l'enjeu. Il est pas sur il est sur le MVP, mais il n'est pas que là. Il est sur le fait de prioriser ses actions. C'est-à-dire, quelle est l'action la plus simple à mettre en place au départ, la seconde en second, la troisième en troisième, la quatrième en quatrième, etc., etc. Et donc ça, c'est des questions auxquelles je dois répondre. Et en partant du principe que à chaque fois que je vais avoir un non à cette question-là, mon projet sera en erreur fatale, comme sur ton ordi quand il y a un bug, et qu'à ce moment-là, il se met à redémarrer. Par exemple, un truc tout simple, est-ce que mon projet est légal? Oui, non. S'il est pas légal, je pars pas là-dessus. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour utiliser ce service-là? Oui, non. Si c'est non, évidemment, je pars pas sur ce projet-là. Si je commence à développer la 25e fonctionnalité du panier ou de l'espace client ou de je sais pas quoi, et que je me dis ah putain c'est dommage. En fait, je voulais vendre de l'héroïne en ligne et puis en fait c'est pas autorisé quoi. Pourtant j'avais un super fournisseur de seringues, mais je peux pas vendre ni de l'héroïne ni du crack. En fait c'est un peu dommage. Donc là je le dis, on en rigole. Mais en fait, on voit des trucs presque aussi débiles dans nos quotidiens. Et on en fait des trucs, on a fait ces erreurs-là. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, c'est se poser un vrai framework de ce qui est les trucs les plus faciles à répondre au départ. Et plus ça va, plus on monte en complexité. Et évidemment, quand on se demande si les gens sont prêts à payer pour notre produit, c'est à ce moment-là qu'on actionne notre MVP. Mais le MVP, on commence pas à le développer, on répond d'abord aux questions en amont de savoir est-ce que c'est légal, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que ça sert la vision. Mais des choses assez basiques qu'il faut se poser, c'est de l'introspection. C'est plus de l'introspection plus que de la réalisation. Et puis surtout, on s'accroche pas. Tu sais les mecs qui tombent au télésiège là, au tire-fesse, et qui restent accrochés. T'as déjà vu un mec réussir à remonter? C'est très rare. Mais il y en a qui y arrivent, mais c'est très rare. Bon, t'habites plus près de la montagne que moi, mais ouais. mais en tout cas, moi ça. Au télésiège. Ah oui, ouais. Là, il n'y en a aucun qui arrive en haut. C'est ouf. Et du coup, nous à Saint-Émilion, en tout cas, on n'a pas de télésiège du coup. Quoique ça pourrait dépanner des fois. Mais et du coup, en fait, les mecs qui lâchent pas l'affaire quand ça marche pas, c'est souvent ceux qui vont se planter. Et notamment, moi, mon histoire de SpaceX, c'est que j'ai pas lâché l'affaire alors que ça marchait pas. Donc c'est le truc que j'ai pas respecté justement, parce que je prenais pas l'information. Donc j'ai envie de dire, c'est surtout ça. Et donc en fait, il y a aucun problème à ne pas lancer un projet. Après, il y a toutes les questions de savoir à partir de quel moment je communique sur ce projet, quel est l'impact qu'il va y avoir sur l'ensemble du groupe, qu'est-ce que j'attends de ce projet-là pour les autres projets, etc., etc. Donc ça, c'est d'autres enjeux. Mais si ça marche pas, on va pas le réanimer si le truc n'a jamais respiré. Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement, j'aime bien dire, tortillent du cul avant de lancer quelque chose, c'est-à-dire se posent 36 millions de questions, procrastinent à mort pour X ou Y raison. Et malheureusement, en fait, tout ce temps où c'est pas lancé, c'est tout ce temps où ce n'est pas testé, où ce n'est pas réoptimisé ou repensé. Et en fait, c'est juste du temps de perdu. Et comme tu l'as dit, l'idée c'est juste de lancer le minimum syndical, peut-être même des fois lancer sans qu'on ait rien créé du tout, juste pour tester l'idée. Et une fois confirmé, comme on dit, c'est construire l'avion en vol. Et une fois qu'il a décollé, logiquement, si on se démerde bien et qu'on est un entrepreneur dans l'âme, l'avion il arrivera à destination, quoi. Comment tu fais pour aller aussi vite? Est-ce que tu as des frameworks? Est-ce que tu as des outils? Est-ce qu'il y a des choses que tu utilises pour que d'une idée, tu puisses implémenter rapidement? Tu vois ce que je veux dire, comment tu fais pour passer de l'idée initiale à je couche un truc sur un papier à j'arrive à le mettre en place techniquement dans un business? Ok. Alors nous, en fait, il y a plusieurs types de startup studios. Si par exemple je prends cet exemple-là, parce que c'est quand même le truc que je fais au quotidien. Il y a plusieurs types de startup studios et nous, on est du type de l'innovation d'usage. C'est-à-dire qu'on fait pas d'innovation tout court, on fait que de l'innovation d'usage. C'est-à-dire on va prendre quelque chose qui existe déjà, qu'on estime pas très, avec une expérience utilisateur du moins pas très fluide, où on identifie vraiment un problème et sur la façon de l'utiliser, et on va juste proposer une version différente. Par exemple, on développe un CRM. On développe un CRM en sachant très bien que le meilleur dans tous les cas, c'est HubSpot. HubSpot, c'est une dinguerie.
Seul truc, c'est que HubSpot, nous, aujourd'hui, puisqu'on est client HubSpot, jusqu'en novembre, je crois, ça nous coûte 60 000 € par an. Et on utilise 10% des fonctionnalités. Ouais. Donc, là-dessus, on se dit, il y a besoin d'innover là-dessus. On va pas réinventer le CRM. Je veux dire, HubSpot, ils ont des ingénieurs de fou, ils ont des centaines de personnes dans la team qui développent le produit depuis depuis plusieurs années. Et donc, on va pas réinventer. Par contre, on sait juste que par rapport aux personnes, les personnes que nous on cherche à toucher, c'est pas fit. C'est pas fit, c'est dur, c'est très compliqué de prendre HubSpot pour toutes ces raisons-là. Bah, du coup, on fait une innovation d'usage. Donc, on va développer juste les fonctionnalités qui nous intéressent et on va le mettre au prix qui colle à un marché. C'est tout. Et donc là-dessus, on a déjà toute la première partie, validation de l'offre qui est déjà quasiment validée. Ça c'est le premier point. Donc ça, on a identifié le truc pendant les périodes d'interview de l'avatar client, les périodes de consulting. Ensuite, moi, je commence toujours, parce que c'est comme ça que j'arrive à m'exprimer, je commence toujours en faisant les vues, donc le design de mes produits. Et donc là-dessus, j'ai un collaborateur qui s'appelle Julien, qui me donne un coup de main, donc on bosse dessus tous les deux. Et c'est une fois qu'on a les vues qu'on va le présenter au reste de l'équipe, pour pas avoir de bruit. Puisque nous, on veut à ce moment-là rester en vase clos, rester en quarantaine, avec juste comme information les informations qu'on a eues de l'interview client, pour ne pas se faire polluer. Ça, c'est une phase qui est cruciale et qui prend pas très longtemps. Tout ça, ça se fait en une semaine. Donc, une fois qu'on a ça, donc j'ai mon idée, je modélise quelque chose, exactement, première vue, que ensuite je présente à l'équipe. Exactement. Ensuite, derrière, avec l'équipe, on va expliquer le pourquoi on fait ça, et on va expliquer comment on va le résoudre. Donc, avec les vues. Derrière, donc là, il y a un brainstorming, et derrière, ce qu'il va falloir trouver, là, à ce moment-là, l'enjeu, c'est de trouver la thèse. Par exemple, sur notre produit Wizards, qui permet en fait de gérer des pubs quand tu as 100 média buyers, sans avoir de connaissances en pub, quand tu as un budget de moins de 10 000 € par mois sur Facebook Ads, la thèse, c'est que si tu dépenses moins de 10 000, donc ça, on l'a trouvé c'est la troisième étape. Si tu dépenses moins de 10 000 € par mois sur Facebook Ads, en fait, la perte d'efficience que tu vas avoir en utilisant uniquement de l'algo sera moins importante que ce que tu vas payer à ton média buyer. Et donc, du coup, le coût de ton média buyer va faire exploser ton coût d'acquisition client. Donc, si tu dépenses 3 000 balles par mois sur Facebook Ads et que tu as un média buyer qui te prend 1 500 €, qui est le prix, ils volent personne en faisant ça, c'est le prix plancher. En fait, au moment où tu t'achètes un client 50, réellement tu dois le payer 75. Et donc il y a un vrai problème. Donc vaut mieux peut-être le payer 60 que 75, puisque l'algo peut faire le boulot. Donc la thèse, c'est ça, c'est que donc on pose une thèse. La thèse sur le CRM, c'est que la data coûte de plus en plus cher. Depuis la période pré-Covid, c'est quasiment x4 sur Facebook Ads. Du coup, tu as vraiment besoin que tes sales traitent bien tes données. Du coup, tu as besoin d'un CRM. Et donc vu que la data est chère et qu'on n'y peut rien, optimise ta conversion. En diminuant les coûts et... Exactement. Et surtout en étant sûr que tes leads ne passent pas à la poubelle. Je présente le produit, je réfléchis donc à la thèse, on peut également appeler promesse. Exactement. Ou d'une offre. Et ensuite, derrière, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, derrière, on écrit la page. On écrit la page de vente et on fait tout simplement une fenêtre de capture pour dire on va bientôt le sortir. Comment ça te à faire preuve de, enfin voilà, ça t'intéresse, dis-le nous. Ok. Et de là, en fonction de ce qui se passe réellement, de l'intérêt des gens, des remontées que vous avez, des retours, et vous décidez à quel moment de lancer définitivement ce projet-là ou pas. En fait, là-dessus, on va lancer une fois qu'on aura un petit bout de chacune des fonctionnalités. C'est-à-dire que nous, le MVP, on le voit pas avec une fonctionnalité principale et uniquement celle-ci, puisque par exemple, si on prend le CRM, nous on a un système où on a des formulaires, une génération de formulaires, une génération de pipes, donc de colonnes, et ensuite un système d'automatisation. Mais en fait, on va pas juste prendre que les formulaires. On va pas devenir un Typeform ou un Google Form ou quoi que ce soit. C'est pas ça notre boulot. Notre boulot, c'est de gérer tout ça. Donc en fait, on va pas aller jusqu'au bout du formulaire. C'est-à-dire qu'au départ, le formulaire, ça sera les mêmes pour tout le monde. Ils seront pas customisables. Le pipe client, il sera toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'il y aura toujours les mêmes possibilités sur chacune des colonnes. Alors que plus tard, il y aura peut-être des colonnes qui seront grisées parce qu'elles seront juste en lecture seule ou je ne sais quoi. Tu vois, donc on va juste dire, OK, il nous faut des colonnes. On remplit un formulaire, ça rentre dans la première colonne, on le déplace de colonne en colonne et quand c'est gagné, c'est dans la colonne gagnée. Quand c'est perdu, c'est la colonne perdue. Et donc voilà. Derrière, au niveau de l'automatisation, on va pas automatiser tout nous-mêmes au départ. On va déjà faire juste une automatisation avec Zapier ou Integromat. Okay. Et après, on a une roadmap, hein. On sait quand est-ce qu'on va réaliser le reste si ça se valide.
mais on le fait pas au départ. On va pas juste faire. Et je pense que l'erreur quand les gens lancent un produit, c'est de lancer, admettons, on est un formulaire, un pipe et un système d'automatisation. Je lance que le formulaire. Bah non, c'est une connerie. Ou alors je lance que le pipe parce que visuellement c'est ce qui se rapproche le plus du produit, parce que le reste c'est un petit peu. Mais non, parce qu'en fait le pipe comment il se remplit, les colonnes comment elles se remplissent, donc t'as besoin un petit peu de tout. Et donc voilà. Donc au lieu de prendre le produit et de le découper par strat, on le coupe dans l'autre verticale et on a un petit bout de chacune des strates. Et donc voilà comment on lance le produit. Je lis très rapidement ça au business des formations, des infoproduits, etc. C'est de lancer avec le minimum syndical, peut-être même les premières semaines, juste une semaine de démarrage ou 2 semaines en avance, et juste le minimum dont vous avez besoin. Et ensuite, une fois que l'idée est validée, vous avez le temps de construire le reste et les autres morceaux d'une formation, d'un accompagnement, d'un mastermind, peu importe ce qu'on vend en fait en réalité. Exactement. Et d'abord avant de créer et de se poser des questions qui n'ont vraiment pas lieu d'être et pour lesquelles ce n'est absolument pas le moment d'y répondre. Il faut très vite se créer des certitudes. En fait, il faut très vite que ça soit validé par nous. Il faut déjà qu'on soit content de ce que l'on sort. Il faut que ça soit validé par la cible. Il faut que ça soit validé éventuellement par des investisseurs ou de partenaires. Et donc ça c'est hyper important de se créer des certitudes. Et là-dessus, il y a un vrai enjeu au fait de lancer vite. Hormis le fait de ne pas piétiner sur des fonctionnalités, etc., il y a aussi un enjeu mindset qui est en fait que si tu le lances pas maintenant, plus ça va, moins tu auras envie de le lancer. En fait, je vois ça comme un système de vagues. T'as des vagues qui t'amènent sur le bord, et t'as des vagues dans l'autre sens des vagues qui te tirent et qui t'amènent 6 bornes plus loin, et tu te retrouves au milieu de l'océan et ça va être encore plus compliqué d'arriver sur la plage. Et donc je le vois vraiment comme ça. Donc en fait, il faut surfer sa vague. C'est ultra important. Mais c'est juste, là, on parle même pas de business, on parle juste de motivation et de mindset. Et j'ai envie de dire, c'est pareil dans les relations humaines. Si, admettons, je rencontre une super nana, en fait, je vais pas la voir ce soir, je vais attendre 15 jours parce que je veux vraiment, là, l'idée, elle semble complètement con. Voilà, exactement. Je n'aurai plus envie, elle aura plus envie et ça sera réglé. Donc voilà. Moi, pour moi, il y a vraiment un enjeu, pas piétiner sur les fonctionnalités. Et en plus de ça, garder sa motivation au plus haut. Si tu me permets d'ajouter un truc, moi, en tout cas, ce que j'imagine dans la rapidité, du moins moi, dans la rapidité que j'imagine quand j'en parle, pourquoi aussi passer vite à l'action, c'est pour se rater le plus vite possible et réitérer le plus rapidement possible aussi, parce qu'en fait, c'est que des cycles d'itération de je teste, je réessaye, je teste, je réessaye. Et en fait, plus tu vas vite, plus tu vas échouer vite, plus tu vas pouvoir refaire, et plus tu fais ces cycles-là, plus tu as de chances d'arriver au bout avant les autres, en fait. Là-dessus, je rajoute juste un point parce que je suis 100% d'accord avec toi. La plus grosse, la plus grosse malédiction qui peut arriver à un mec qui lance sa boîte, c'est de réussir du premier coup. C'est comme le mec qui fait un carton sur un bouquin ou qui fait un carton sur un CD, sur une musique. En fait, il n'a pas eu cette phase d'itération. Ouais, je suis d'accord. Alors sur la musique, c'est tellement parlant l'exemple. Et si tu réussis le premier coup, t'as pas fait ce travail d'itération. Et la norme, c'est d'échouer. D'échouer, mais par contre, c'est pas une erreur fatale. C'est une erreur. J'itère, puisque l'erreur fatale, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est sur des choses très méta. Mais là, clairement, dans l'itération, c'est je teste. Et ça se trouve, il faut que je m'adresse à une autre personne. Ça se trouve, il faut juste que je change cette fonctionnalité. Et puis peut-être que je voulais faire, tu vois, la colle glue, par exemple. Au départ, c'est pas fait pour coller des trucs chez toi qui sont tombés du mur. Au départ, c'était pour partir au Vietnam. En fait, ils pouvaient pas faire 2 points parce que ça cicatrisait mal. Du coup, ils ont dit on va faire une colle qui va permettre de cicatriser les plaies pendant la guerre. Parce qu'en fait, c'était tellement humide et tout que les points ils s'arrachaient. Et donc au départ, c'était un truc quand même pour l'armée, et c'est devenu un truc qu'on a tout chez nous dans le placard de la cuisine avec la pile de la télécommande, tu vois. Et donc en fait, il faut pas avoir peur d'itérer et puis de changer d'idée si le produit intéresse d'autres. Mais je te rejoins à 100%. Non, mais en tout cas, moi sur la notion de vitesse, en tout cas, je sais que c'est une de mes caractéristiques qui fait mon fort. Tu vois là, je te prends l'exemple, j'ai décidé de lancer le podcast. Un jour après, j'avais fait mon petit listing et je t'ai contacté. Et je sais qu'à titre perso, c'est ce qui fait aujourd'hui 80%, je pense, de ma réussite. Et franchement, je le chiffre comme ça au hasard, mais je crois que je suis pas trop loin. Parce que je fais tout vite, je teste vite, et puis en plus, on se rate vite, donc ça, c'est bien. Et puis, comme tu dis, soit on rate, soit on recommence, soit on rate et on passe à autre chose, parce qu'on s'est dit, OK, il n'y avait pas suffisamment de checkbox validé, et puis on change. Mais là-dessus, ce que tu dis, le taux de succès d'un projet, j'en parlais récemment avec Baptiste, mon associé. J'ai dit, on a quand même un taux de succès qui est indécent. Et Baptiste me dit non. C'est juste qu'en fait, il y a peu d'enjeux sur les trucs qu'on loupe. Donc en fait, on s'en souvient pas. Mais en fait, on échoue autant que les autres. En tout cas, c'est hyper intéressant et merci pour le partage. Moi, j'aime bien creuser sur ces sujets-là parce que malheureusement, justement, la peur de l'échec et la peur de se planter sur un truc, c'est ce qui freine tout le monde. Alors qu'il faut juste partir du principe que déjà tu vas te planter et qu'avec un peu de chance, ça peut marcher, quoi. Si tu changes un peu juste le truc et le rapport de force entre les deux, il y a de très grandes chances que tu passes plus à l'action.
C'est clair, mais c'est un problème d'identification au business. Si le business c'est moi, si moi je suis le business, forcément il échoue, donc j'échoue, donc c'est pourri, donc je suis pourri. Donc ça c'est un gros problème. Et donc du coup détachement. Ouais. J'ai un petit jeu à te faire pour terminer gentiment et se rapprocher de la fin de cet épisode-là, si tu l'acceptes. Hein. Allez. Je te pose juste des petites questions, ça ou ça, et je te demande juste d'y répondre avec une justification. Donc, allez, c'est parti. Ça te va? J'allais te dire muse ou business sur l'image. Muse. En gros, l'exemple. Le premier que je te demande, c'est high ticket ou petit produit? High ticket. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que c'est le même effort. Je pense, hein, c'est pas une vérité absolue. Je pense que c'est le même effort marketing et le même effort de vente. Ok. Lancement ou evergreen? Evergreen. Je déteste être stressé, je déteste être au pied du mur. Donc du coup, evergreen. Dans l'infoprenariat maintenant, CPF ou pas CPF? CPF. Pourquoi? Parce que quand tu as le CPF, tu peux vendre sans le CPF. Quand tu n'as pas le CPF, tu peux pas vendre avec le CPF. Parfait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois. Ouais, très bien. Michael Jordan ou Zinedine Zidane? Je parle de foot volontairement, mais... Zidane. Zidane, c'est... J'avais 8 ans, 98, c'était un kiff. Moi, je fais du rugby, mais enfin, donc voilà. Mais voilà, non, culture française, Zidane. Même si je préfère Paris, j'adore Marseille. Donc voilà. Ok. Bourse ou crypto-monnaie? Bourse. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai les deux et à peu près la même hauteur. Parce qu'en fait, j'ai joué au con quand tu m'as posé la question. C'est-à-dire qu'en fait, en bourse, tu peux trouver des trucs sur la crypto-monnaie. Toujours pareil. Okay. Ouais. En fait, j'aime pas me fermer des portes. Mais au moins avoir ton point de vue et sur quoi tu te redirigerais d'avance. Ouais. Pour moi, c'est un et, en fait. C'est pas un ou aussi pareil. C'est un et, quoi. Ouais, je t'ai posé que des questions où tu pouvais aller chercher un et aussi, hein. Et la dernière, tu vas pouvoir aller le chercher aussi, c'est, investissement immobilier ou investissement dans des business. Ah, les deux, hein. Les deux, donc. Si tu devais en prioriser un. Immobilier parce que tu joues pas avec ton argent. Ok. C'est l'argent de la banque. Et d'ailleurs, j'aime pas quand on dit investissement immobilier parce que il n'y a pas d'effort d'épargne à faire dans l'investissement immobilier. Dans 9 fois sur 10, on va avoir très peu, on va avoir 10% d'apport ou un truc comme ça. C'est pas ton oseille. Donc, par contre, investir dans une boîte, c'est plus compliqué. Il y a moins de garanties. C'est terron. Très souvent, c'est terron, sauf les mecs qui sont structurés pour faire autrement. Mais voilà. Pour moi, on commence par l'IMO et ensuite on réfléchit au reste. Ce qui peut être hyper intéressant, c'est d'investir dans des boîtes avec les profits qu'on a fait de l'immobilier. Ouais. C'est-à-dire que là, une fois de plus, c'est toujours pas ton oseille une fois que tu investis dans des boîtes. Je vais terminer par une question que j'avais pas préparée et que je trouve qui vient vraiment prendre tout son sens par rapport aux petits échanges là et le partage que tu viens de faire. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui pensent que pour gagner de l'argent, pour être riche, l'idée c'est de pouvoir diversifier ses revenus, en mettre un petit peu partout, dans des business, avoir un salaire, faire un peu de crypto, faire un peu d'immobilier, éventuellement un peu de placement en bourse, etc. Parce qu'il y a une entre guillemets une croyance qui est de diversifier tout de suite tous ses revenus pour grossir. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça, toi? Moi, je pense qu'il y a un moment dans la constitution d'un patrimoine où on commence à diversifier, mais on commence pas à diversifier dès le départ. C'est-à-dire que je vois le truc, si j'ai 10 000 balles de côté et que je n'ai que 10 000 balles, ce qui est dans l'absolu presque un an de salaire ou 6 mois de salaire pour le commun des mortels, donc je dis pas que c'est peu, mais en tout cas si j'ai que ça, je dois clairement le mettre sur quelque chose qui est plutôt sécure. Donc en fait c'est plutôt une sorte de pyramide de on connaît les Maslow, on connaît tous ces trucs là, mais là c'est du moins risqué au plus risqué. Si j'ai une activité entrepreneuriale, je suis déjà à risque sur ma vie perso, donc je pense que tous les risques sont pris. J'ai 10 000 balles de trésor, ces 10 000 balles là ils vont me servir en cas de coup dur, etc. Donc du coup je fais assurance vie, je mets ça de côté sur un truc, même un fonds euro ou je ne sais quoi, même ça aujourd'hui on a une inflation à 10, on a sinon des rendements à 2%, donc clairement on perd des ronds en faisant ça, mais au moins on est sécure, ce qui fait que le moment où je fais pas mes ventes, le moment où mon business va échouer, etc., je peux aller taper dans cette poche de cash qui est en fait le fonds de réserve. Le fonds de sécurité. Et donc ça c'est ultra important. Et ensuite, une fois que j'ai des ronds en plus, c'est-à-dire que je pensais générer mes 15 000 euros sur la période, je dis n'importe quoi, sur 6 mois, j'en ai fait 22, je vais prendre les 7 000 euros de surplus et c'est à ce moment-là que je vais aller faire de la crypto, faire des choses comme ça. C'est à ce moment-là que je vais le faire. Donc pour moi la diversification, oui, mais c'est quand on a déjà atteint son seuil, donc son niveau de vie, c'est-à-dire qu'on est on est fire.
Et en fait, on se crée des opportunités supplémentaires, mais où il n'y a pas d'enjeu, toujours pareil. Si on fait de l'entrepreneuriat, on est déjà à risque. Donc c'est déjà très bien. Il faut penser à en mettre un peu sous le matelas sur le côté. C'est clair que moi, en fait, le truc que je vois, c'est que quand tu discutes un peu avec des gens, tu te rends compte que même des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent ou qui ont dans des activités entrepreneuriales qui sont au début, qui génèrent moins de 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, sont déjà en train de dire, bah voilà, tous les mois, je fais un petit peu de crypto par-ci, par-ça. Alors, dans l'idée, moi, je trouve ça extrêmement bien. Je te partage mon point de vue là-dessus. Ouais. Je trouve ça bien d'avoir déjà ouvert un petit peu son spectre des possibilités, d'en mettre un peu partout. Mais par contre, ce que je pense, c'est que quand on diversifie comme ça, bah, le potentiel de croissance, il est quand même très, très limité. Moi, en tout cas, dans mon point de vue, et je pense que tu le partages en partie sûrement, l'idée, c'est d'abord de construire une activité entrepreneuriale qui rapporte du cash, qui permet de générer vraiment du profit. Et une fois qu'on ferait ce profit-là, de pouvoir le réinvestir intelligemment sur d'autres investissements, IMO, bourse, crypto, peu importe ce qu'on kiffe faire, comprendre aussi les choses, mais en tout cas, c'est utiliser le levier du business pour réinvestir et avoir du coup des retours sur investissement beaucoup plus conséquents. Plutôt que d'aller jouer 20 euros en crypto, on va pouvoir aller envoyer des sommes un peu plus sympas sur des projets un peu plus sympas. Dans la bourse également, faire de l'effet cumulé aussi de manière avec des montants bien plus élevés. Donc voilà, moi ce que j'aime bien dire, c'est d'abord créer du revenu et du cash avec un business et ensuite diversifier. Je suis 100% d'accord avec toi. Et là-dessus, j'ai 2 autres points. C'est l'IMO. Tous les ans, vous allez voir votre banquier si vous avez vos revenus qui augmentent et vous rincez votre capacité de financement. Vous avez le droit à un peu plus de 30%. En fait, il faut les utiliser. Vous gagnez 1500 balles, vous allez chercher les 500 et quelques pour faire du levier. Ça, c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, c'est-à-dire que vous laissez de l'oseille sur la table et vous partez faire autre chose. Mais c'est pas une table chez vous, hein. C'est la table sur une table de pique-nique, voilà, n'importe où. Hein. C'est perdu. Hein. C'est voilà. C'est vraiment laisser de l'argent sur la table. Donc ça, c'est capital. Et aussi autre chose. Si vous êtes passionné de crypto, c'est pas votre domaine professionnel, mais que ça vous passionne. Dans ce cas-là, on est dans autre chose, mais on n'est pas dans de l'investissement là. On est dans un truc plaisir. Moi, par exemple, j'adore le gin. J'achète 1 à 2 fois par mois une très bonne bouteille de gin. En fait, je me dis, pourquoi j'achète des bouteilles de gin à 50, 60 balles et pourquoi je dirais que le mec qui veut mettre la même chose en crypto juste pour découvrir, ça serait idiot. Non. Mais par contre, on considère pas ça comme de l'investissement. C'est de l'apprentissage. Parce que c'est vrai que la crypto, on peut acheter toutes les formations qu'on veut. C'est quand même bien d'en mettre un peu pour se forcer à observer. Et donc voilà, mais il faut le voir comme une passion. Donc voilà. Mais au départ, tant qu'on n'a pas son niveau de vie qui est assuré, sa qualité de vie qui est assurée, pour moi, il faut que ça soit sur des actifs qui soient sécurisés et liquides. C'est-à-dire l'immobilier, oui, c'est assez sécure. On perd rarement des sous en immobilier. Mais par contre, c'est pas liquide. C'est-à-dire, j'ai besoin de l'oseille maintenant. Au mieux, je l'aurai dans 4 mois. Qu'est-ce que du coup, quand tu dis liquide, on a les comptes bancaires, on a également les assurances vie. Ouais. Qu'est-ce que tu vois d'autre? La crypto. Crypto, le problème, c'est que la crypto, ceux qui étaient sur le protocole encore, comme moi, d'ailleurs, j'y étais aussi. J'y étais aussi. Voilà. On en a parlé. En plus, c'est vrai, on s'était écrit sur Insta à ce moment-là. Si c'était pour payer l'école des gamins, ou payer la cantoche, il mangerait un sandwich sur un banc d'école, tu vois. Ouais, si j'avais dû compter il y a plusieurs années d'école qui étaient engagées. Hein. Donc là-dessus, vraiment hyper vigilant. D'où l'importance d'y mettre de l'argent dont on n'a pas besoin et d'où l'importance de savoir qu'on a de l'argent qui est généré par nos business, encore une fois. Exactement. Et c'est pas grave si c'est pas fun. Parce que moi, quand je mets tous les mois sur un ETF, S&P 500, CAC 40 et Nasdaq, si tu veux, j'ai pas une érection qui fait craquer mon slip à ce moment-là, si tu veux. C'est que c'était un peu, je dis ok, tu vois, c'est cool, mais je m'en tape en fait, tu vois. Je le fais vraiment parce qu'il faut le faire. C'est sûr que je préférais trouver le shitcoin qui me fait un fois 1000 en 25 secondes, mais celui-là j'ai pas encore trouvé. Mais je te tiens au courant si jamais je le trouve. Mais voilà, tu vois. Mais au moins, t'es certain que tu vas aller choper ton 10-12% dans les 20 prochaines années et puis ça ira très très bien, quoi. C'est l'idée. Bon, super. Pour terminer, Gérald, déjà encore merci pour l'échange et j'ai une toute dernière question. Si aujourd'hui tu rencontres un entrepreneur, on va dire que c'est un entrepreneur proche et que tu as envie de lui donner le meilleur conseil du monde pour atteindre son premier 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? C'est ultra compliqué. J'ai envie de dire, il faut savoir, 1 million, c'est bien, c'est un chiffre, donc on parle en quanti. Mais de manière qualitative, qu'est-ce que je suis prêt à faire
et ne pas faire. Donc là, le premier truc qu'on pense, c'est quel est le niveau de blanc ou de noir, quel est le niveau d'agressivité. Mais je parle pas forcément de ça. C'est quels sont les sacrifices. Alors déjà, j'en parle, si, parce que faire un million, tu peux faire un hold-up, tu fais 1 million. T'as envie, t'as pas envie. Chacun place la morale où il veut. Mais il y a également quels sont les sacrifices que je suis prêt à faire ou pas à titre personnel. C'est dans ce sens-là que je voulais dire comment tu veux les faire. Pour moi c'est surtout ça. C'est déjà lister les problèmes que j'accepte avoir dans le futur, parce que ça se fait pas sans problème. C'est pas une autoroute sans aucun virage, bien balisée, avec une route bien propre, des lignes bien dessinées. C'est forcément sinueux en fait la route vers un objectif quel qu'il soit. Moi l'1 million il m'a jamais excité, donc je vais pas. Mais en tout cas un objectif c'est jamais facile. Sinon c'est à dire qu'on n'a pas choisi le bon objectif. Et donc j'ai envie de dire quels sont les problèmes que tu es prêt à avoir pour le faire. Moi je me plains de mon contrôle fiscal tout à l'heure, mais je savais très bien que ça allait arriver, et je sais que ça va re-arriver. C'est comme ça. Pourtant c'est une des périodes les plus reloues de ma vie. Mais c'est un problème que j'accepte d'avoir. C'est hyper important, franchement, c'est cool de partager ça comme ça, parce que c'est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, etc., on voit vraiment que le côté positif. Liberté, argent, impact, c'est la règle un peu de base, mais c'est surtout aussi problème, friction, remise en question, doute, et comme tu le dis, c'est accepter le fait que ce soit comme ça en fait, de base, et de partir de là. Et de se dire, et peut-être qu'après il y aura des trucs cool qui vont se passer. C'est exactement ça. Mais la norme c'est pas forcément la réussite, donc il faut s'entraîner à pas trouver cette réussite de suite. C'est vraiment important. En tout cas, Gérald, merci encore pour le partage. On a été relativement long, j'ai été très bavard, mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant, et j'espère que ça pourra vraiment, ça pourrait vraiment parler à d'autres personnes. D'ailleurs, je trouve hyper intéressant peut-être de dire où est-ce que on pourrait éventuellement te retrouver. Je sais que tu as ton podcast. Où est-ce qu'on peut rediriger les personnes qui nous écoutent et qui seront intéressées pour en savoir plus? Le podcast, c'est vraiment l'endroit que je préfère recommander. Ça permet d'avoir plein de discussions avec des gens vraiment de qualité. Pour moi, le podcast, j'ai pas d'enjeu financier derrière. Je fais aucun call to action ou aucun appel à l'action vers mes produits ou quoi que ce soit. De toute façon, j'ai rien à vendre. C'est vraiment un truc que je fais pour m'amuser. Donc c'est dans cette optique-là, et du coup sur YouTube, sinon geraldfort.com, et du coup /YouTube si vous voulez directement un lien, /Apple si vous voulez aller sur Apple Podcast, et sinon juste geraldfort.com, logiquement ça va vous rediriger je sais plus où, mais ça va vous diriger à un endroit qui est cool. Donc peut-être Neosys ou voilà, enfin bref. Donc en gros c'est le mieux, le podcast c'est vraiment le mieux. Et ceux qui veulent pas le format long du podcast, je fais des reels de toutes les grosses punchlines qui ont été envoyées par les invités. Du coup, je le fais sur Insta. Et donc, faut pas hésiter non plus à aller voir pour les gens qui veulent découvrir sans y investir trop de temps. Donc voilà. Et c'est tout. Ouais, vas-y, je fais ça. Super, mais merci beaucoup. Et félicitations parce que je te trouve très très bon dans l'exercice. Franchement, c'est très très bien. C'est hyper bien, et tu amènes ton expertise qu'on connaît tous les gens qui écoutent aujourd'hui connaissent ton expertise, et donc tu l'amènes, et c'est trop bien. Et franchement, j'ai aucun doute sur le fait que tu vas faire un hit. Bah écoute, c'est gentil, je l'espère, et puis de toute façon, il faut bien démarrer quelque part, et ce qui est bien, c'est qu'on peut que s'améliorer. Enfin non, on peut pas que s'améliorer, mais en tout cas, il faut partir du principe qu'on démarre nul et qu'on va s'améliorer. En tout cas, c'est comme ça que je suis parti. Mais en tout cas, merci à toi pour ce temps, et puis à très vite. C'était top. C'était un super kiff. Merci beaucoup. À bientôt.